Caroline. Pablo. Bienvenue pour Laboratoire de cinéma. Je suis ravi de t'accueillir pour travailler sur le mouvement et l'animation, parce que c'est un peu beaucoup ton dada et ta formation. Tu as commencé des études de littérature, mais ensuite tu as fait Les Gobelins, qui est une des plus grandes écoles d'animation au monde. Et à partir de là, tu as travaillé dans le milieu de l'animation et tu es réalisatrice, autrice, en ayant fait beaucoup de courts-métrages, notamment Horatio, qu'il faut absolument voir sur Internet, qui est disponible. Et donc aujourd'hui, on va faire ensemble une expérience de yokai, une expérience d'animation basique, parce que voilà, on a peu de temps et peu de moyens, mais c'est un moyen pour que les spectateurs se rendent compte de ce qu'on peut faire avec des moyens simples pour donner vie à une série de dessins. Est-ce que tu es prête pour le challenge ? Je suis prête pour le challenge. J'ai amené mon scotch, un crayon et une gomme, ce qui me paraît être le matériel nécessaire pour faire un petit peu à l'arrache, certes, mais un challenge d'animation en tant qu'amoureuse du mouvement et du cinéma d'animation. Génial. On a hâte et on va passer au labo tout de suite pour faire ça. Je t'en prie. Voilà, nous voilà au laboratoire pour pouvoir faire notre expérience. Alors j'explique l'expérience pour nos spectateurs. On va faire un autoportrait à la mode yokai, ces monstres japonais qui ont plein de formes différentes. Des fois c'est des objets, des fois c'est des animaux, des fois c'est des gens possédés. Voilà, tu vas nous faire ton autoportrait en te disant si j'étais un monstre, si j'étais un yokai, qu'est-ce que je serais ? Et voilà. Et du coup, vu que le monstre, je crois que ça vient de monstrare, qui veut dire montrer, c'est un peu une manière de se montrer sous un certain jour. Voilà, et du coup, hâte de découvrir ce que tu vas nous proposer. Et donc l'idée, c'est bien sûr de faire ça en animation, une sorte de portrait vivant. Voilà, donc là, tu as toutes les cartes. Oui, parce que je suis animatrice. Du coup, c'est mon métier. Eh bien, écoute, j'ai eu le temps donc, d'y penser parce que j'ai pris le train. En fait, je me suis dit autoportrait. Je me suis dit, attends, est-ce que j'ai des photos de moi qui peuvent... Parce que je regarde rarement ma tête. Je regarde plus celle des autres puisque mes yeux sont situés sur ma propre tête. Et du coup, je suis allée dans mon smartphone parce que je suis une personne de la nouvelle génération, donc j'utilise beaucoup mon smartphone. J'ai été dans mes photos et j'ai trouvé une photo qui m'a inspirée où j'ai un bébé qui est le mien dans un sac à dos et c'est très étrange en fait de voir une tête de bébé qui sort de ma tête. Et moi je suis très travaillée par les trucs de maternité comme beaucoup de femmes qui ont des enfants ou pas, ça reste un truc qui moi me perturbe et ça me perturbe beaucoup à un moment d'avoir eu un humain qui a poussé sur moi et du coup comme le yokai, il y a vraiment un côté dérangeant de certains aspects de la vie. C'est ce que moi, j'ai un livre très connu, le dictionnaire des yokai de Shigeru Mizuki. On voit beaucoup de ces monstres qui sont dans la vie quotidienne. Un qu'on retient beaucoup, c'est Akaname, c'est celui qui lèche la crasse des baignoires sales. Il y en a un, c'est un pied géant qui arrive dans les maisons et qui dit « Nettoyez-moi, nettoyez-moi ». Il est immense, il est vraiment très, 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 très grand. Et je trouve ça complètement fascinant, cette manière dont des aspects dérangeants de la vie, il y a aussi des choses avec des enfants morts, il y a des trucs très dérangeants. Et du coup, moi, je suis assez à l'aise. J'adore dessiner des trucs qui me dérangent un peu. Et bref, quand j'étais enceinte, je me disais, c'est marrant, c'est dans le ventre, mais t'imagines, ce serait sur un bout de toi quand même. T'imagines, tu le verrais pousser, mais genre sur ton épaule ou sur ta main ou une protubérance quelconque. Et ça m'obsédait beaucoup, cette idée que là, c'était caché, ça allait. Mais franchement, ce serait super bizarre d'avoir un truc qui pousse. Bref, donc du coup, c'était ça. Donc je suis arrivée ici avec cette idée. Je me suis dit, je vais faire un yokai bébé qui pousse. Et j'ai pas plus d'informations que ça à l'heure actuelle. Mais, et donc, quand j'ai vu ces têtes qui sortaient, je me suis dit, je vais faire un truc avec ma tête sûrement et des têtes de bébé a priori. Mais, donc voilà, j'espère que ça va être dérangeant. Mais oui, c'est cette photo-là qui m'a fait ça, parce que juste, je trouvais ça bizarre. Ce bébé, qui est très mignon, c'est le mien, il faut obligatoirement dire qu'il est mignon, vous n'avez pas le choix. Mais oui, je trouvais ça bizarre et attirant comme image. Et je pars, pour parler processus de création, je pars souvent d'extrapolation de trucs que je trouve bizarres. Comme tout le monde, tu sais, on se bat dans la rue, on se dit tiens, ça c'est comme ça, mais si c'était un peu plus ou un peu pire. Tu pousses les situations, tu les extrapoles. Bah super.
Pas toi? Si. Si. Justement, mais c'est toujours intéressant le point de départ, tout ce qui est un peu trigger. Je vais essayer de voir ce que ça m'inspire. Du coup, en même temps qu'on parle, je pense que je vais commencer à dessiner vaguement un autoportrait. Après, je vais mettre en place, à mon avis, un truc qui va me permettre à partir de ce carnet, mais je n'ai pas encore bien comment, mais de flipper mes images, donc de les faire passer de l'une à l'autre pour pouvoir faire une animation. Sûrement, a priori, qui va me faire passer de tête normale à tête yokai, hein, parce que voilà, c'est simple, mais ça me paraît être une idée. Je pense que ce serait moi qui me métamorphose en ça. Ouais. Trop bien. L'idée, c'est de montrer le processus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir, et justement, que les spectateurs comprennent que c'est pas le génie qui arrive et d'un coup, tu fais quelque chose de très bon, de très fort. Je pense qu'on va bien comprendre que... Non, c'est très important. Je pense que c'est important de comprendre que ce processus, c'est souvent long. Oui, tu as commencé à parler du Japon en disant que ça va être important pour toi dans ta carrière d'artiste. J'ai vu Mononoke quand j'avais 10 ans et j'ai vu... Chihiro, ça a été la première cassette que j'ai achetée avec mon argent de poche. Okay. Et je crois que, après avoir gagné 50 francs, j'imagine, au Banco. Et jeu à gratter de l'époque, si vous ne l'avez pas. Et bref, toujours est-il, oui, évidemment, mon cerveau a explosé. Je pense comme celui de beaucoup de gens. Mononoke chez Chihiro, c'est sûr que le combo, là, il est un peu fort. Parce que l'animation, contrairement à d'autres arts, c'est un art industriel. C'est-à-dire que c'est pas un art, à part là, quand on est ensemble, c'est majoritairement pas un art qui se fait tout seul. En tout cas, quand tu travailles dans l'animation, c'est travailler en groupe. C'est comme le cinéma. Oui, tu as des mecs qui l'ont fait tout seul avec une caméra et tu peux en parler, mais majoritairement, c'est un art collectif. Du coup, tu as un peu de deux sujets toujours. Tu as l'œuvre et puis tu as l'aventure collective qui est avec. Je pense que tous les gens qui bossent là-dedans le savent. C'est vraiment une part non négligeable de... Alors là, du coup, tu as fait ton autoportrait, mais réaliste. Ouais, réaliste. Je sais pas trop quoi faire en fait. C'est ta base, quoi. Ouais. Là, tu vois, je suis un peu en train de pas savoir quoi faire. Ok. Déjà, tu as ton idée quand même. Tu veux passer de là, a priori, à une version... Je pense qu'il faut changer ça. Je pense que j'ai envie que ce soit... là-dessus, c'est ça? Ouais, je pense peut-être plein de bébés. Je pense que j'ai envie que ce soit un peu moins réaliste, mais comme je vais partir d'une base, quand même, je vais juste changer, tu vois, des éléments graphiques qui vont faire comme les yeux, par exemple. Tu essaies d'avoir des moments un peu comme des points comme ça, focaux, des endroits qui vont changer, il faut qu'ils soient assez marquants, c'est ça? Non. Ouais, pour l'instant, je ne sais pas encore bien. Ok, donc là, portrait... Situation de réfléchir, en fait, j'aurais complètement dû faire dans un autre sens, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller grâce à cet autre sens. Je peux avoir la feuille que j'ai découpée tout à l'heure. Je vais prendre du scotch de masquage. Très utile pour absolument tout dans la vie, le scotch de masquage quand même. Et là, je vais essayer de, en fait, je vais refaire une base. Ce que je vais essayer de faire, j'avoue que j'invente un peu au fur et à mesure, mais là, mon idée, ça va être de faire une première frame donc, que je viens de faire, une dernière qui va être la dernière, et après je vais utiliser mon flip-flop, là, ça, ce geste qu'on appelle flipper en anime, pour passer entre les deux. Les intervalles. Exactement, on appelle ça des intervalles. On voit que... Et là, je vais utiliser juste pour faire la dernière, la transparence du papier. D'accord. De flipper, justement, c'est que du coup, forcément, dans l'animation, c'est une variation d'une image à une autre. Et toi, du coup, pour pouvoir faire ça, tu es obligé, justement, récitamment passer d'une image A à une image B rapidement pour que ton œil puisse saisir les différences. Ouais, je sais pas ce que... Ok, donc t'as fait ton premier portrait, mais là, est-ce que du coup, t'es pas satisfaite de ton portrait? Tu veux le changer, c'est ça? Non, je veux faire... tu fais l'image de fin? Ouais, mais pour l'instant, tu vois, je suis encore un peu... Tu cherches. On aime voir ça. Ça, tu vois, ce serait un bébé qui sortirait d'une tête, par exemple. Un peu en train de chercher, voilà. Et comment, justement, tu gères ce va-et-vient, j'ai l'impression, entre l'intellect et l'intuitif? Voilà. J'ai l'impression que, tu vois, c'est une sorte de bascule, d'un coup, tu as une idée, puis après, il faut que tu te lances. Et puis finalement, c'est en faisant un truc que tu trouves Je ne saurais pas dire. Pour moi, le dessin, c'est quand même un moment où on ne pense pas beaucoup.
Là, c'est qu'on parle en même temps, c'est pas facile. Bon, clairement, en général, on fait des trucs vachement moins bien quand on parle en même temps, mais c'est pas grave. Là, c'est le game. C'est le game d'aujourd'hui. Mais sinon, j'apprécie beaucoup, moi, de dessiner. Par exemple, je fais de la peinture. J'ai amené ma peinture au cas où. Et je peins dehors. Enfin, j'aime bien peindre des trucs, tu vois, genre. Mais sans but. Elle a l'air beaucoup trop sereine, cette personne, du coup, ça fait pas dégueu. Par exemple, peindre je sais pas, la nature, etc., comme telle une grand-mère, hein, clairement. Et ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup cette activité. Et c'est une activité très... tu réfléchis pas. Pour moi, c'est très proche de la méditation. En fait, j'en sais rien, j'ai jamais fait de méditation, mais j'imagine que ça doit ressembler à ça. Parce que globalement, tu as l'impression de rentrer dans une sorte d'état mou de l'esprit. Tu es très concentré et après, tu ressors 3 heures plus tard. Mais entre les deux, tu peux pas vraiment dire ce qui s'est passé. À part des fois, tu es en colère, tu fais « non, c'est pas du tout le bon bleu ». Et ça m'attire beaucoup. Je crois que dans l'appétit que j'ai pour le dessin, c'est quand même beaucoup cet état-là. Pas beaucoup pour la réflexion que je fais là. En dehors, oui. Je réfléchis beaucoup plus à ce que font les autres qu'à ce que je fais. Moi. Ok. Parce que du coup, quand dans les films que tu fais, parce que tu écris, tu réalises, du coup, il y a... Je pense que, tu es obligé, du coup, de faire des dossiers, notamment. Oui. Du coup, tu vois, et en tant que réalisateur, et comme tu disais, réalisatrice, tu travailles dans du collectif, donc forcément, il y a un moment, il faut que tu expliques un peu ce qu'il y a à faire, etc. Du coup, justement, comment tu gères ce truc où d'un coup, il y a l'instinctif qui se passe de mots et l'objectif, tu produis une œuvre artistique et être obligé de peut-être décortiquer ce cheminement ou ton travail pour que ce soit intelligible pour les autres. Est-ce que c'est des moments différents, tu vois? Parce que justement, Alors oui, clairement, en plus, j'adore parler, les dossiers, mais je trouve qu'on fait trop de dossiers. En même temps, je pense aussi qu'il y a une part de ce que je critiquerais dans notre système de production de films en France, qui est que des fois, on ne s'attache pas vraiment à ce que fait une image sans pouvoir l'expliquer. Moi, j'adore les cinéastes qui produisent, je sais pas, on a Quentin Dupieux, des gens comme ça, qui produisent des images qui sont intrigantes, comme un pneu tueur, par exemple. Et je sais pas s'ils ont... Je saurais pas dire, il faut demander à Quentin Dupieux, s'il avait, au moment où il l'a fait, l'accompagnement conceptuel d'expliquer pourquoi c'est dérangeant un pneu qui tue. Je pense qu'on sait pourquoi c'est dérangeant un pneu qui tue et on ne sait pas à la fois, enfin bref. C'est sûr que tu cites un cinéaste ovni qui a réussi à s'imposer dans le paysage cinématographique français, mais un peu... Et j'aime beaucoup les images dérangeantes, donc j'aime beaucoup, en tout cas, ça m'amuse. Et comment je fais pour passer avec... essayer de se transformer, c'est sympa. En fait, ça y est, j'aime bien cette idée. Enfin, en tout cas, oui, j'ai l'impression que ça part d'envie d'images qui ne sont pas forcément expliquées. Et après, la première envie, elle est souvent très picturale, elle n'est pas conceptuelle, quoi. On a envie de voir quelque chose. Moi, je pars beaucoup du désir de voir quelque chose. Il y a un film que j'ai fait, il s'appelle Horatio. Il y a un mec qui se prend un coup de râteau dans la tête et je suis encore là-dessus. Je fais un nouveau film, il y a encore quelqu'un qui se prend un coup de râteau dans l'œil. C'est une personne qui a un œil géant aussi, c'est pour ça que ça marche. Et elle se prend un coup de râteau dans l'œil. Et je me dis, c'est bizarre, c'est quand même plusieurs films que tu fais avec des gens qui se prennent des coups de râteau dans la tête, t'as un truc avec ça. Et je saurais pas t'expliquer, j'ai pas fait la psychanalyse de savoir d'où ça vient. Mais par contre, c'est vrai que l'image est impactante, je le sais, je le vois, je le sens, enfin bref. Donc ça part d'un désir de voir quelque chose. Et après, je me dis, tiens, pourquoi j'ai envie de le voir? Qu'est-ce que ça fait résonner en moi? Et j'intellectualise de savoir, pourquoi j'ai envie de voir ça. Par exemple, Plein de bébés. Avant, ça fait très longtemps que j'ai des délires un peu sur la profusion de bébés. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc qui m'amuse. Pas du tout réarmement démographique, je ne sais pas quoi. Mais juste, je ne sais pas, ce truc grouillant qui est humain et pas tout à fait humain parce qu'on ne comprend pas trop ce qu'il dit, ça m'amuse, ça m'éclate. Je ne sais pas, il a une forme rigolote, il est tout potelé et tout. Et puis après, en fait, j'essaye de réfléchir, ok, pourquoi ça me fascine, qu'est-ce que ça provoque chez les gens. Je crois que c'est comme ça, d'abord partir du désir de voir, je trouve ça sympa parce que
Parce que notamment en animation, c'est vrai que si on part d'une idée, si elle n'est pas visuellement forte, elle est bien comme idée, mais est-ce que le médium, c'est toujours le problème du médium, quoi. Je pense que l'anime, c'est vrai que s'il y a du mouvement et du désir de voir quelque chose, ça nous aide on est dans le bon médium, parce que ça bouge et que... Donc moi, j'aime bien partir de ça, ouais. Et je crois que c'était Albert Camus qui disait que, en gros, un artiste, il porte 5 images, quoi. Ah ouais, il dit ça, merde. Ça se trouve, j'ai déjà fait le râteau, il m'en reste que... Oh là là. Non, mais il y avait 5 images comme ça fortes dans une œuvre, et après l'artiste tricote autour de ça. Et encore lui, il dit ça alors qu'il est écrivain, mais il parle d'images, quoi. Donc 5 images. J'ai retenu ça après. Peut-être le nombre n'est pas bon. Peu. Mais voilà, il partait sur un petit nombre d'images comme ça qui sont des images fortes qui portent. Et moi, c'est marrant parce que tu parles des bébés, mais je trouve que ça rejoint aussi un peu l'image des chenilles, je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de chenilles dans ton œuvre. Pareil, je sais pas ce que j'ai avec les chenilles. Et j'en ai remis plein aussi dans les nouveaux. Ouais. Donc là, en ce moment, je bosse sur un truc qui est pareil. Fascination de la chenille. Hyper mignon en même temps, la chenille. Avec ses petites pattes rondes, etc. Il y a un truc qui est vraiment fou. Mais je crois que j'aime beaucoup, parce que déjà, j'aime beaucoup Arte. Voilà, c'est toujours bien à caser. Mais je regarde beaucoup les documentaires animaliers d'Arte. Et tous les documentaires d'Arte, parce que je travaille dans l'animation et souvent, comme on dessine beaucoup, on ne parle pas, mais on écoute des choses. Donc on est tous des très très gros consommateurs j'aime pas le mot consommateur, auditeurs de podcasts et de choses. Et les docus d'Arte, c'est un truc que tu peux mettre sur ton écran pendant que tu dessines, puis des fois tu jettes un coup d'œil quand tu vois vraiment la voix off qui dit « Voyez comme cette... » Donc là, tu regardes parce que ça a l'air important et le reste du temps, tu fais autre chose. Et j'aime beaucoup les organismes vivants très différents des humains. Mais bon, j'avais jamais théorisé sur la chenille avant aujourd'hui, je t'avouerai. Ce qui est drôle, c'est que c'est fait pour devenir, mais en fait, si je ne dis pas de bêtises, je trouve que c'est le stade dans lequel cet insecte-là reste le plus. Et ça, c'est quand même complètement fou. Okay. Et ça, est-ce que c'est important justement ça, pour un artiste de trouver son truc? Je sais pas si on trouve son truc. Moi, j'ai l'impression que... Je crois que juste on abandonne. Moi, j'ai l'impression d'avoir plus abandonné qu'autre chose. Ok. Et en abandonnant, t'as trouvé? Un peu. C'est-à-dire qu'au début, tu te dis, mon style, il est nul. Ça peut pas être ça, moi. Alors, je vais trouver autre chose. Puis, à force de faire, c'est ça. En fait, t'as plus le choix. C'est qu'un jour, je crois que je me souviens presque du moment où les gens arrivent et disent, parce que toi, donc, ce que tu fais. Et puis, ça y est, il y avait ce que je faisais. Avant, pour moi, j'étais en devenir. C'est-à-dire, je faisais pas un truc. Je cherchais, et puis un jour, je serais quelqu'un d'abouti, etc. Et puis les premières fois où tu entends « Ah ouais, ça c'est un peu dans le style de Caro », tu fais « Ah bah mince, alors j'en avais un, je savais même pas, j'avais même pas remarqué ». Et puis en fait, tu regardes ton site ou ton book ou ta page Insta, puis tu commences à faire « Ah bah oui, c'est vrai que ça se ressemble effectivement », et que du coup, c'est ça que je fais. J'adore essayer de faire des trucs nouveaux, quoi. Qui changent, ne pas refaire la même chose. Parce que c'est ennuyeux de refaire la même chose, je pense que tout le monde ressent pareil. Donc à chaque fois que tu refais, tu as l'impression que tu vas réinventer la roue, quoi. Alors qu'en fait, non, les évolutions que tu fais, pour un œil un peu extérieur, elles sont super petites. Donc en fait, on bouge pas tant que ça, quoi. Après, ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu fais des films très personnels, comme Horatio, etc., mais tu travailles aussi par ailleurs, il me semble, pour l'industrie. Oui, et dans storyboardé. Je fais du storyboard, de la réal, et puis je fais plein de posts. J'ai fait aussi du color script. Ok. Et du coup, justement, comment on passe de l'un à l'autre? Parce que je pense que d'un côté, quand tu fais un court-métrage, un film, on cherche justement à avoir absolument ton style et quelque chose qui t'appartient. Et de l'autre côté, je pense que pour l'industrie, peut-être que tu te mets au service quand même de quelque chose qui existe déjà, où on te demande peut-être aussi de coller à un cahier des charges. Oui, surtout l'animation, parce que l'animation, c'est ce qui étonne un peu tous les gens qui en font pas, mais on est capable de copier n'importe quel... Notre but, c'est quand même d'être capable de copier n'importe quel style. Donc, souvent, c'est marrant, parce que quand on parle à des gens qui font vraiment pas d'animation, ils sont un peu étonnés de savoir que 200 personnes ont dessiné la même chose et que le résultat est
pour n'importe quel œil qui n'est pas dans l'anime, à peu près le même. En tout cas, on ne voit pas la différence. J'ai décidé que j'allais partir là-dessus parce que juste j'ai peur en fait de rien faire sinon et j'aime pas avoir peur. On va coller ça avec du scotch de masquage. Okay. Je suis vraiment très très fan du scotch de masquage. Donc l'intérêt du scotch de peintre, c'est que ça colle mais pas trop, c'est ça? Alors ça colle mais pas trop et quand tu fais de la peinture, tu vois, tu peux peindre dessus, tu peux tendre ton papier avec, tu peux faire plein de choses. C'est vraiment super. Okay. C'est l'outil indispensable de à peu près tout. Donc pour les spectateurs, je viens de récupérer une table lumineuse qui permet, par rétroéclairage, de permettre à Caroline de voir mieux en transparence ce dessin. Mon besoin, c'est de passer d'une image à l'autre en faisant un mouvement qu'on appelle en anime flipper. Normalement, ça se fait avec des feuilles d'anime et une réglette et machin, mais là, on a décidé de le faire un peu à l'artisanal en utilisant ton carnet parce que c'était ton envie et que ça m'amuse aussi un peu. Et c'est aussi pour que les spectateurs puissent vous rendre compte que c'est, même avec des moyens rudimentaires, il y a quand même moyen de faire quelque chose qui se tient. J'avais mis mon dessin trop en haut de ma feuille et donc il n'y avait pas assez de place pour tous les bébés. Et du coup, j'ai dû remettre le dessin au milieu. Et du coup, là, je remets mon dessin au milieu pour pouvoir flopper et que ça ait un sens. Voilà. Pour que ce soit, ça corresponde bien. Pour que ça corresponde à ce qu'il y a en dessous. Et du coup, après, je vais faire comme ça, c'est-à-dire passer de l'un à l'autre. Et hop, c'est bon, je veux bien qu'on le repose à côté. Parce que là, en fait, même sans table, parce que la table, normalement, j'en ai même pas besoin. Les vrais animateurs d'avant, ils bossaient sans table. Mais l'idée, c'est vraiment un art du mouvement. Moi, c'est ce qui me fascine dans cette technique. Mais du coup, on va faire une pause de dessin animé. Donc, par exemple, un bonhomme qui est... Je vais faire des exemples, mais... Hop. Un bonhomme qui est comme ça, je ne sais pas, qui a les deux bras en l'air. Voilà, ça, c'est mon bonhomme. Et ça va être ma pose 1. Et ma pose 2, par exemple, ça va être quand mon bonhomme, il a, je sais pas, mis ses mains sur ses hanches, voilà. Macarena. Oui, exactement. Et en fait, la grande question, c'est ce qui se passe entre ces deux poses. Et du coup, c'est là que se joue toute la caractéristique du mouvement. Les animations clés. Ça, c'est les clés. Ouais. Et les passages, ce qu'il y a entre les deux, oh là là, je me lance dans un truc beaucoup trop compliqué à expliquer. Mais en gros, ce qu'on appelle du spline, c'est-à-dire si on faisait tout comme si on décalquait entre sans interprétation, par exemple, quelqu'un qui marcherait comme ça, si tu veux. Et si tu veux mettre de la caractérisation dans ta marche, tu vas le faire marcher, par exemple, comme ça, etc. Et donc ça veut dire qu'entre ces deux poses, qui sont les clés, et ben j'ai mis de l'interprétation, j'ai peut-être des petits mouvements de poignet, etc. Okay. Et toutes ces choses, c'est ce qui va faire que l'animation est originale, voilà, parce que c'est ça le mouvement, c'est ce qui se passe entre les poses clés, qui sont plus les poses... Star. Ouais, star. Mais le mouvement, c'est ce qui se passe entre les deux et c'est ça qui nous passionne quand on fait de l'anime. Et du coup, là, par exemple, j'ai envie que les yeux ils grossissent parce qu'ils vont passer d'une pose plus ou moins réaliste normale à un truc un petit peu plus bizarroïde, où ils sont un peu plus bizarres, tu vois. Et en fait, entre les deux, je vais essayer d'inventer comment on passe de l'un à l'autre et je pense qu'elle va, par exemple, plisser les yeux pour après les réouvrir, tu vois. Ça fait un truc un peu... quand, tu sais, genre... Wow. Et ça, c'est marrant, ça m'amuse. Ce qu'on appelle le stretch and squash, pour ceux qui font de l'animation. Encore Richard. Exactement, c'est complètement tout le bouquin de Richard Williams. En gros, c'est juste pour te dire ça. Mais je vous conseille quand même de mettre le nez dedans si l'animation vous intéresse. Parce qu'il pose vraiment les bases. Richard Williams, qui est un animateur sur Qui va à peau de Roger Rabbit. Exactement, et puis qui est surtout le mec qui a écrit... Kit de survie. Qui a écrit ce livre de l'animation. Kit de survie, avec les 12 étapes de l'animation. Et est-ce que du coup tu vas faire des intermédiaires aussi pour les bébés En fait, je pense que... Ou ils vont surgir d'un coup. Exactement. L'idée, c'est que je pense qu'ils vont juste déformer la tête comme si la tête est blottée, tu vois. Et après, paf, ils vont sortir. Ça va être... Donc Dokibou. Ouais. Et donc, du coup, là, on fait un interme, on n'est pas du tout entre les deux.
Parce que là, si je faisais un inter entre les deux, ce serait... Là, il y a les bébés. Hop. Il faudrait qu'ils soient un petit peu déjà sortis. Voilà, il faudrait qu'ils soient un petit peu déjà sortis. Si là, ils ne sont pas sortis du tout. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est qu'ici, ils ne vont pas être sortis du tout. Juste un peu des petites bosses. Et comme ça, l'effet que ça va faire une fois qu'on va filmer, c'est qu'au lieu de faire bloup, ça va faire pouf. Et ça, ça, c'est chouette. Ça, on aime bien dans l'anime. Surtout, moi, plus c'est un peu... Donc là, je fais une sorte de blottement. Pour accentuer le côté surgissement, je fais ce qu'on appelle une contre-course. C'est-à-dire que je fais un peu l'inverse de ce que ça va être après. Je vais juste faire une main qui sort sur la tête, je pense. Tu vois. Ce sera la main du bébé qui a réussi à poser la main. Ça va me faire une tête très bizarre. Et après, ça a un sujet qui me passionne, justement, c'est aussi ça, l'émission, puis laboratoire de cinéma, c'est comment on transmet, Parce que moi, dans la transmission, les seuls trucs que j'ai tenté, c'est les ateliers avec les enfants, majoritairement, parce que quand tu fais des résidences ou des trucs comme ça, des fois, on te demande d'aller le faire. Ouais. Et j'adore ça. Tu vas nous faire un atelier au festival, Expérience. Franchement... 8 au 10 mai, à Yokai. J'adore... Alors, l'atelier que je faisais avec les enfants, c'est majoritairement de la stop motion, parce que déjà, j'adore la stop motion. Et c'est comme le dessin, c'est un peu plus dur à manier parfois. Et puis aussi, des fois, les enfants ont un rapport au dessin un petit peu plus inhibé. La pâte à modeler, il y a un truc vraiment, ça va très vite. Et c'est marrant, je l'ai fait avec pas mal de public, cet atelier, qui consiste donc à faire des petits bonhommes en pâte à modeler, leur faire des trucs, et puis tu les vois bouger après. Et c'est fou comme déjà ça marche à chaque fois, l'enthousiasme est intact. Et à chaque fois que je le refais, je me pose la question parce que je me dis, tu sais, avec tout, je sais pas, l'IA, les nouvelles types d'images, la capacité de tous à faire des images, est-ce que c'est encore magique, tu vois, un truc qui bouge? Bien sûr. En tout cas, c'est notre credo ici. Et de croire que... mais tu peux te poser la question, quoi. Bien sûr. Et donc, du coup, je fais mes petits bonhommes en pâte à modeler et je prends à chaque fois une photo. Et puis, je bouge un peu et je reprends la photo. Et j'avais un public de jeunes qui étaient CM2, mais donc juste avant le collège, et qui étaient clairement, mais pas réceptifs, mais du tout à mon truc. J'avais l'impression d'être arrivée devant des pré-ados qui avaient envie de se la péter avec mes petits bonhommes mignons en pâte à modeler, avec mes petits yeux, et j'avais l'impression qu'ils me jugeaient, genre, mais qui est cette meuf qui a passé la trentaine et qui est en train de faire des bonhommes en pâte à modeler, la pauvre, quoi, aidez-la. Et je fais mon truc, et puis d'habitude, je sais pas, ils posent des questions et tout, là, il y avait vraiment silence de mort avec moi qui faisait avancer mon petit bonhomme et tout. Et du coup, j'étais là, et là, je lui mets des yeux, c'est rigolo, zéro réponse, donc vraiment bon. Et là, attention, il va vomir, et personne ne rigolait. Et bref, et à la fin, j'ai fini toutes mes petites photos, et maintenant, je vais faire play. Et donc, du coup, je mets play, parce qu'ils avaient vu que le truc bougeait, évidemment, en pause-to-pause, mais ils n'avaient pas vu le play. Et quand j'ai mis play, j'ai vu 25 enfants faire « Waouh !» Et là, ils ont tous pris les trucs et ils se sont mis à faire des trucs. Et ils ont fait des trucs de malades où les monstres mangeaient la caméra, ils recrachaient la caméra, ils la digéraient, on passait dans les intestins. Ils étaient fous. Et ça m'a rassurée. Je me suis dit « Ah, mais en fait, la magie est totalement intacte, quoi, parce que c'était il n'y a pas longtemps. » Et j'ai été très heureuse de cette... de me rendre compte. Mais effectivement, non, c'est encore magique. Mais parce qu'en fait, c'est le faire. Hein. Moi, je suis complètement persuadée que... Même quand je regarde une œuvre, je pense que je suis plus en train de regarder celui qui l'a faite, tu vois, que... C'est un peu une grande question à l'heure de l'IA, tu vois, c'est quoi le rapport à... Je me rends compte que quand je regarde des peintures, je regarde aussi, je me fais un peu l'histoire quand même de la personne qui veut me dire ça. En fait, quand je vois une image hyper dérangeante, ce que je trouve fou, c'est qu'il y a un humain quelque part qui a envie de me montrer un truc pareil. Et pourquoi ? Et j'ai envie de savoir un peu sa vie, et puis aussi de voir les autres trucs qu'il a fait, de les connecter entre eux. Miyazaki, c'est un peu le fait que ça sorte d'un esprit humain que je trouve dingue. Et plus quand on enlève ça, je me rends compte que c'est les mêmes images, mais je m'y attache un peu moins. Après, évidemment, on peut me mettre une peinture générée... Enfin, en fait, je me rends compte que l'histoire du mec qui fait, ou de la meuf, m'accroche beaucoup.
on est très fiction. En fait, c'est la fiction derrière la fiction qui me tire. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas, ça y est, j'ai commencé à faire sortir les bébés. Donc là, on a juste une main qui sortait. Et là, du coup, c'est pas gênant que du coup, là, il n'y a que son bras. Bah non, pourquoi c'est gênant? Ah non, là, du coup, parce que et là, il a sorti et après, il va sortir. Et après, là, ça, c'est le bras? Non. Oui, exactement. Mais là, il n'est pas bien fait. On va le gommer. On s'est rendu compte qu'il n'était pas au bon endroit. Je parlais de moi. Là. Et j'avais mis un tout petit bébé sur le nez. Je sais pas comment ça se passe dans le live, donc le live pour nous c'est les vraies caméras et tout, parce que je les connais pas. Ah mais oui, attends, je viens de réaliser, parce que c'est vrai que dans le live, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui sont techniciens sur les films des autres, c'est très rare. Alors que nous, je dirais que c'est quasiment tout le monde. Ouais. Enfin, à part peut-être les 2-3 grands réalisateurs français qui font que ça, mais même eux, je pense que, ou t'es storyboarder, ou tu peux être plein de trucs, mais en fait, oui, beaucoup de gens, même des bons réalisateurs, je veux dire reconnus, travaillent aussi sur les films des autres. Ouais. Ça, c'est à plein de postes. Bah aussi, parce que la technique, quoi. On a tous appris à dessiner pendant des années. Quand t'es réalisateur, tu dessines beaucoup moins. Ouais. Donc on est bien... Enfin, ça dépend, tu peux faire ton board tout seul et tout, mais c'est quand même cool d'aller sur les films des autres et de faire des décors, de la peinture. C'est sympa, quoi. Ouais, et comme tu dis, la charge est quand même moins... La charge mentale est moindre, et du coup, peut-être que tu profites Exactement. Aussi, et tu t'apprends peut-être aussi beaucoup. Peut-être que ça te permet aussi d'être toujours un peu chaud dans un bain avec d'autres animateurs, échanger des techniques. En fait, c'est toujours super instructif d'aller dans l'industrie, parce que c'est des périodes très différentes, en fait. Quand tu es en créa pour toi, bah, tu es passionné, tu y passes toute ta vie, tu oublies tout. Et tu bois beaucoup de café, tu fumes, enfin bref. Et quand tu es dans l'industrie, bah, mine de rien, le rythme est un petit peu différent quand même, parce que même si les horaires peuvent être grands dans certains studios, bah toi, c'est quand même pas ton film. Quoi. Donc tu as une distance émotionnelle qui fait beaucoup de bien. Et puis surtout, tu vois toutes les erreurs de loin. Enfin, ça te permet en fait de revenir à tes propres projets en ayant beaucoup appris sur les projets des autres. C'est quand même assez chouette. Et puis, tu gagnes plus d'argent. Il faut quand même le dire. C'est le principal argument. C'est pour ça qu'on fait tous cet aller-retour. Humainement aussi, tu te réveilles un peu. Et puis, que dire d'autre? Pour l'humilité aussi, peut-être? Pour l'humilité. Bon, après, j'ai pas... Franchement, l'animation, je crois que... On n'est pas... Il y a peu de stars, c'est dur. Alors, ça reste des stars à notre tout petit niveau. On est connus dans notre milieu. Mais bon, vraiment que dans notre milieu. Peut-être que c'est une bénédiction. C'est peut-être que être une star, c'est peut-être jamais très intéressant. Enfin, peut-être pour l'argent à part. Mais en tout cas, je sais pas s'il y a des gens qui sont entrés dans l'anime en me disant « Ouais, je vais devenir une star. » Tu vois. Je pense que... C'est un peu trop laborieux pour ça. Je crois que c'était plus des gens qui se sont dit « Ça fait vraiment 18 000 heures que je suis tout seul dans ma chambre à faire ça. Si je trouvais des gens comme moi pour pouvoir échanger avec des gens qui me ressemblent. » Mais star, il n'y en a pas beaucoup. Okay. On va rajouter un inter, il y a des bébés que je ne vais pas mettre et je vais les mettre à l'inter d'après. Puis si j'ai pas le temps avant de partir d'ici, je le ferai après, mais ça y est, je me suis attachée à cette envie. Attends, je vais faire une autre technique pour aller plus vite sur la fin. Je vais te reprendre la table lumineuse et pour le coup, on va faire la technique moins sensible mais plus rapide. C'est bien, c'est le challenge. Ouais, c'est un truc qui me perturbait beaucoup. Par exemple, ma maman. Ouais. Ma maman est toujours très triste. Elle pensait que quand je ferais de la peinture, je serais là, je suis très contente et tout. Et elle est toujours désespérée parce qu'elle me voit en train de faire puis je déchire mon dessin, puis je le jette, puis je recommence. Puis à la fin, je suis très énervée et je parle plus pendant 20 minutes parce que j'ai raté mon arbre. Et elle est désespérée. Elle veut que j'arrête absolument. Enfin, à chaque fois, elle est là, mais tu veux pas plutôt faire plein de bébés, aller sous un arbre et faire des pique-niques. Et
Et c'est marrant parce que c'est vrai que je suis pas la seule, c'est pas très détente en fait. Quand on est à fond dedans, c'est pas très détente. Là, c'est sûr par rapport à... J'aurais été incapable de faire ce que je fais là, c'est-à-dire faire un truc, mais un peu pas à fond de ce que je pourrais faire. C'est-à-dire que je fais pas aussi bien que ce que je pourrais faire, parce que je parle en même temps, je fais d'autres trucs. Ça, c'est très très longtemps pour la confiance en soi. Sinon, t'as envie de tout casser à chaque fois un petit peu. Et je croyais que j'étais un peu la seule, je m'en voulais. Puis en fait, plus tu bosses avec des gens, plus tu t'en vois qui rage quit, qui quittent leur truc, qui déchirent, machin et tout, qui sont pas contents du tout. Et ouais, donc c'est pas que apaisant. Et je trouve ça marrant, moi, que ce soit pas que... J'aime bien, je crois que c'est ce qui m'attire aussi dans le truc. Côté un peu... Se frotter à la difficulté. Ouais, et puis le goût de l'effort un peu aussi. Moi, je pense que j'ai un peu fini. Allez, bravo. Attends, je les flippe juste. Alors, le talon serait de réussir à faire 5 doigts, mais comme les feuilles sont pas parfaites, j'y arriverai pas. Ah mince, on va pas pouvoir se rendre compte. On peut flipper à l'envers. Donc, je sais pas si on se rend compte. Voilà, on a fait notre petite expérience. Comment ça s'est passé pour toi? Eh ben, c'était très chouette. C'était marrant parce que là, je me suis mis la contrainte de rester dans ton carnet. Du coup, j'ai fait qu'avec des scotch et tout, mais c'était un peu marrant pour moi qui fait... on travaille plutôt dans une industrie où il faut tout faire très bien. Donc là, c'est assez cool de pouvoir faire les trucs un peu plus à l'arrache. C'est cool. Je suis très contente d'avoir fait ça. Je suis très contente d'avoir fait des bébés qui sortent de ma tête en dessin. Ça me fait très plaisir. Ok, chouette. Je trouve ça très chouette ce que tu as fait, parce que du coup, tu t'es approprié l'exercice et tu as réussi à transcender le truc un peu, donc c'est très cool. Merci. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton rapport à la transmission. Alors, pas de manière globale, mais est-ce que pour toi, en tant qu'artiste, quel rôle ça joue la transmission? Eh ben, c'est des moments super importants parce que déjà, c'est les moments où tu te rends compte de ce que tu sais. Quand tu dois transmettre, tu fais aussi le bilan de ce que tu as appris. Et puis, c'est le moment où ça devient très humain, quoi. Faire ensemble. En fait, il y a 2 types de transmission. Il y a quand on fait avec des gens qui savent moins bien faire ou qui sont débutants dans le domaine. Et ça, c'est plutôt des étudiants ou des enfants. Et c'est toujours des moments géniaux parce que tu revois ton enthousiasme des débuts déjà. Et ça, c'est vraiment trop bien. Même si on est encore tout aussi enthousiaste, honnêtement. C'est quand même trop chouette à voir. Et puis il y a aussi la transmission juste au sein des groupes. Quand on travaille dans le cinéma, en fait on apprend tous les jours, on apprend tous les jours les uns des autres. Bien sûr. Et ça c'est génial parce qu'en fait on vit pour faire des bons films mais aussi pour les rapports humains et d'être avec d'autres qui nous apprennent des trucs et nous leur apprendre des trucs, c'est toujours les moments où s'établissent des amitiés, des admirations. Enfin, ouais, c'est important pour moi parce que c'est là que vit notre métier, quoi. Ok. Et est-ce que ça a été important pour toi, pour te structurer, ou je ne sais pas, est-ce que l'apprentissage au sein justement de l'école, là pour citer les Gobelins, est-ce que ça, quelle part ça a pris pour te structurer en tant qu'artiste? En tout cas en tant qu'animatrice. Peut-être c'est 2 choses différentes, je ne sais pas si tu distingues les 2. Les Gobelins, c'est une école particulière parce que c'est très très intense pendant 3 ans. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et moi, je suis pas très scolaire comme personne et j'aime pas trop aller à l'école, personnellement. Ouais. Okay. Et donc, du coup, c'était plutôt difficile. Et par contre, j'ai rencontré une bande de copains qui sont toujours mes copains aujourd'hui et qui sont des gens que j'aime et que j'admire. Et du coup, l'école, pour moi, a plus agi comme une pièce dans laquelle on met ensemble des gens qui ont envie de vivre la même chose au même moment. Et pour nous, c'était apprendre à faire des films et se donnant clairement avec une optique de travailler très fort pour ça. On était très investis, en tout cas, de vibrer très fort là-dessus. Et pour moi, l'école, c'est quand même surtout ça. C'est l'opportunité d'être ensemble avec du temps, les mêmes envies au même moment, le même timing un peu de vie, parce qu'on est tous au même moment de la vie où on a beaucoup de temps à donner. On n'a peut-être pas encore de vie de famille ou des choses comme ça. Et c'est en ça que l'école, c'était important pour moi. Mais sinon, non, je suis
pas très scolaire, donc je suis pas une très grande... je peux pas très bien parler de l'école, alors que c'est super. Peut-être que moi je trouve que, il me semble que le fait de dire de pas être très scolaire, c'est aussi une manière de peut-être, par rapport à un système scolaire tel qu'il existe. Parce que l'école, des fois, la manière dont elle est pensée, elle fait qu'on l'aime pas. Tout ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a aussi des manières de voir, en France en particulier, le savoir et la transmission du savoir, avec des fois des choses un peu très nivelées, quelque chose de descendant, ce qui fait que du coup, parce que l'école, ça peut aussi être très chouette. Je pense que ça peut être aussi un lieu où du coup, je sais pas, j'ai pas fait ma thérapie pour savoir pourquoi j'avais autant de problèmes avec l'école, mais de loin, je trouve ça quand même formidable. Le concept en tout cas d'école, et plus on est dans un monde qui va vers l'appauvrissement des services publics et la privatisation, plus quand même j'ai juste envie de dire c'est quand même génial l'école, et l'école publique c'est génial, donc j'ai pas trop envie de critiquer, je trouve ça vraiment super. Il se trouve que moi je m'y retrouvais pas, je sais pas trop dire pourquoi, je crois qu'il y a 1000 raisons, et en même temps tout système crée de l'uniformité, donc des gens qui en sortent. Tu as dit que j'avais fait des études de littérature, j'ai pas été totalement honnête, je les ai faites par correspondance entièrement, pour pouvoir faire d'autres choses en même temps et les faire à mon rythme, et je travaillais, j'avais d'autres trucs, et ça a été... et je les ai finis en même temps que je faisais les Gobelins d'ailleurs. Et c'était... il y a d'autres cadres aussi, pour si on rentre pas dans le cadre principal, on peut aussi s'adapter, et même quand on passe le bac et tout, avec d'autres manières. C'est ce que j'ai fait. Mais je pense que c'est important justement de le dire, on peut aussi repenser un peu l'école pour qu'elle soit plus stimulante, et ça peut aussi être un lieu assez chouette, assez ouf en fait. Ah oui, complètement. Je trouve que c'est super. Et je pense que dans cette ère très dématérialisée, vraiment la présence d'un lieu et d'un temps avec des gens, et physiquement avec des gens dans une pièce, et même manger avec eux, faire toutes ces choses qui sont annexes aux études, mais que de manger, grandir ensemble, parler, s'accompagner les uns les autres dans des moments de la vie, c'est hyper important pour moi. Je pense vraiment que tout ce que... En fait, aujourd'hui, maintenant, comme les savoirs, en plus, sont vraiment sur Internet, ce qui n'était pas le cas quand moi, j'ai commencé, en fait, à être une jeune adulte, je crois qu'on va moins chercher, peut-être, à l'école, des savoirs qu'on peut trouver ailleurs. Bien sûr. Que ce moment collectif qui est plus dur à retrouver après et qui est vraiment extrêmement précieux. Et on apprend tout des autres, quoi. On apprend tout des autres. Ok, Caroline, je crois qu'on a bien voyagé ensemble. Ça nous a vraiment transmis plein de choses super intéressantes. Est-ce que... Ah oui, tiens, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu as des rêves ? Des rêves ? Ouais. Mais plein, je ne suis que rêve. Est-ce que tu as envie de nous en partager un ou deux ? Quel rapport avec ce qu'on dit ? Parce que sinon, des rêves, j'en ai plein. Faire un long métrage d'animation, ça vraiment. J'ai envie d'être peintre, j'ai envie d'avoir plein de grandes toiles chez moi, j'ai envie d'avoir un atelier, de pouvoir faire des grandes toiles, très grand format. J'ai envie de faire des livres, j'ai envie de faire des longs films, j'ai envie de faire des films très courts mais pleins. Et d'avoir le temps pour tout ça, c'est impossible, c'est pas grave. Et d'avoir quand même du temps pour le passer avec ma famille que j'adore. Et aussi, j'ai envie de manger des œufs à la coque, mais avec du gouda sur la mouillette, parce que j'ai lu que ça existait. Et qu'il les faisait avec les asperges aussi. Donc ça, c'est un rêve qui n'a rien à voir. Mais j'ai plein de rêves. C'est super. Et je veux aussi aller aux îles Féroé. Voilà. Ok. Écoute, Caroline, c'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta générosité. Et puis, on se retrouve bientôt. Oui. Allez, merci beaucoup. Je t'en prie, si tu veux. Des rêves.